Très impressionnante version R de se lancer à l'assaut du marché des gros, que dis-je, des très gros breaks polyvalents. À la fois berline, monospace et SUV, la classe R mélange les genres pour mieux tenter de séduire une clientèle indécise, mais qui a besoin d'espace intérieur pour se déplacer en famille. Pour répondre à cette attente, les designers de Stuttgart n'ont pas hésité à jouer la démesure, puisque cette version réservée au marché américain affiche une longueur de 5,16 m pour 1,92 m de large et 1,65 m de haut. Des dimensions si peu adaptées au marché européen que Mercedes proposera bientôt une version raccourcie de 23 cm. Bien campée sur ses roues de 17 pouces, la classe R possède une face avant extrêmement effilée. Elle contraste avec une partie arrière beaucoup plus massive, lui donnant un faux air de classe M. À l'évidence, il s'agit bien d'un modèle très haut de gamme, dont l'habitacle s'annonce aussi très généreux. La finition est à la hauteur de l'image. Tous les détails ont été soignés, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Le cuir est bien sûr omniprésent, tout comme le bois ou encore l'immense toit ouvrant panoramique et ses volets occultants. De quoi offrir une ambiance de luxe sans équivoque. Mais le principal intérêt de cette voiture multifonction reste la modularité de son coffre. En effet, il peut passer de 314 litres en version 6 places à 2385 litres une fois les 4 sièges arrière rabattus. Pour effectuer cette opération, il y a ceux qui n'ont pas lu le manuel d'utilisation. Et là, ça se complique un peu. Ouais, yes! Et puis, il y a ceux qui ont pris le temps de le faire. Et ça, c'est quand même pas compliqué. Côté motorisation, nous avons choisi d'essayer la version V6 3,5 litres de 272 chevaux. Couplé à une boîte à 7 rapports avec commande séquentielle au volant, ce moteur imposant n'est pourtant pas un exemple de douceur au démarrage. Ça, et je vais essayer de le faire en souplesse. Il n'en demeure pas moins qu'une fois lancée, cette classe R prend des allures de TGV. Silence de fonctionnement et confort sont des atouts très appréciables. L'autoroute n'est qu'une formalité pour cette dévoreuse de kilomètres. Sur la route, le tableau est moins renversant, pour la simple raison que les critères du marché américain ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ainsi, la direction Made in USA manque de fermeté, tandis que les suspensions sont trop souples. Deux défauts que Mercedes assure maîtriser pour la version vendue en Europe. Il n'en demeure pas moins que le comportement d'ensemble s'avère très sain. On est loin de celui d'une sportive, car la belle pèse tout de même 2,2 tonnes. Mais ne soyons pas vaches, il est tout de même très sécurisant. En effet, la classe R dispose en série de l'ESP associé à une transmission intégrale permanente 4matic, ce qui renforce son comportement sur tous les types de revêtements. Au final, cette nouvelle Mercedes s'avère très séduisante, bien qu'encombrante, mais surtout hors de portée du commun des automobilistes français, puisque ses tarifs devraient s'établir entre 55 000 et 70 000 euros selon les motorisations. Le réchauffement accéléré de notre pauvre planète et surtout nos pauvres portefeuilles, malmenés quelquefois chaque jour quand on passe à la pompe, à cause de la flambée des cours de l'or noir, oblige désormais les pays non producteurs de pétrole à plancher plus que jamais sérieusement sur des solutions de remplacement, sur des solutions alternatives de carburation. C'est ainsi que le gouvernement français vient d'autoriser l'exploitation de 6 nouvelles usines de fabrication de biocarburants. Enquête de Karine Diop. En 1999, il y a donc 6 ans, le baril de pétrole était à $10. Cette semaine, il dépassait le seuil des $70, soit une augmentation de 700%. Traduit à la pompe, cela donne un litre de sans-plomb autour d'1,40 €, pratiquement 10 francs, et ce n'est pas fini. Il faut bien prendre conscience qu'on est rentré dans le marché du pétrole dans une ère de rareté. Aujourd'hui, on sait qu'on n'est plus très loin maintenant de ce qu'on appelle le pic de production, donc à le moment où on va voir la production décliner
alors que la demande continue à croître à un rythme relativement soutenu. Donc le prix ne fait que refléter cet état de rareté. Autrement dit, la demande ne cesse d'augmenter, notamment en provenance des États-Unis et des pays émergents. Les États-Unis qui consomment à eux seuls un quart du pétrole mondial, un niveau que devrait égaler la Chine d'ici 2020. L'offre, elle, peine à satisfaire la demande. On annonce même un épuisement imminent des réserves, une question qui divise. Lors du premier choc pétrolier, on disait que nous avions 30 ans de réserve de pétrole devant nous. C'était le consensus. 30 ans après, on a consommé 150% de tout ce que l'on considérait comme étant des réserves disponibles. Et malgré ça, on a 40 ans de réserve devant nous. La technologie aussi a fait des progrès considérables. En 1973, on n'était pas capable d'exploiter du pétrole par plus de 200 mètres de profondeur d'eau. Aujourd'hui, on en est à 2000, 2500 mètres. Des investissements coûteux pour extraire le pétrole, une forte demande, des spéculations à la hausse favorisées par un marché tendu et les cours du pétrole s'enflamment. Mais l'addition ne s'arrête pas là pour les automobilistes, puisqu'au prix du litre de carburant s'ajoutent des taxes, 72% de taxes même, et que ce soit clair, le gouvernement n'y touchera pas. Si on essayait de faire profiter tous les Français d'1 centime d'euro le litre d'essence ou de diesel, si on fait 1 centime en moins, ça coûte 400 millions d'euros au budget de l'État. C'est-à-dire c'est un manque de 400 millions. Et baisser de 1 centime d'euro, c'est pas sensible. Et pour que ce soit sensible, il faudrait baisser beaucoup et ça coûterait beaucoup. Mais il y a une autre, ça coûterait des milliards. C'est pas raisonnable de faire une chose pareille. D'un autre côté, il faut se dire que le pétrole est cher, mais il n'est pas cher par un caprice passager. Il est cher parce qu'il y a vraiment une tension sur le marché. Pas de cadeau donc à attendre du gouvernement. Des économistes annoncent qu'en 2015, le baril de pétrole se stabilisera autour de 380 $, presque 8,50 € le litre de sans-plomb à la pompe. Mais atteindrons-nous cette extrémité ? Il est peu probable qu'on atteigne 380 $ le baril dans la mesure où bien avant, il y aura forcément des consommateurs, que ce soit des pays, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle des particuliers, qui auront renoncé à consommer du pétrole parce qu'ils ne pourront pas s'offrir un baril à 380 $ le baril. Donc on aura forcément des effets négatifs du prix sur la demande avant d'avoir atteint ce genre de niveau de prix. Mais on ira sans doute au-delà des 100 $ le baril dans un horizon de 5 à 10 ans. 100 $ le baril de pétrole, c'est 2 € le litre de sans-plomb à la pompe d'ici 5 ans. Le plein d'une berline classique coûterait alors 120 €. De quoi nous faire changer nos habitudes. Aujourd'hui, la première alternative qui s'offre à nous, c'est la voiture hybride. Ce qui est fondamental dans l'hybride, c'est que vous n'avez absolument aucun comportement modifié au niveau de l'utilisation. Vous allez prendre du carburant dans une station-service, vous roulez et vous avez l'adjonction de ce moteur électrique qui aide en surpuissance, qui permet de récupérer de l'énergie en décélération au freinage. Donc tous les avantages du moteur électrique est un moteur coupleux. Et en même temps, pas de modification du comportement d'utilisation d'une automobile. La solution immédiatement opérationnelle, c'est l'hybride. Les ventes de voitures hybrides ont explosé ces derniers mois aux États-Unis. Un phénomène qui ne devrait pas tarder à toucher l'Europe. D'autant qu'à l'approche de l'hiver, on s'attend à ce que le cours du pétrole atteigne un nouveau pic autour de 80 $ le baril. Donc, tous ces escaliers et ces perrons sont facilement identifiables. Nous nous trouvons en effet à présent dans l'un des quartiers les plus pittoresques et les plus célèbres de New York. Il s'agit bien entendu de Greenwich Village. Quant à nous à présent, eh bien, nous enchaînons sur une rubrique que vous connaissez bien désormais, puisqu'il s'agit de l'actualité automobile, assortie d'une nouveauté, le bon plan de la semaine, c'est-à-dire la voiture qui consomme peu et qui coûte peu cher. Si vous recherchez une voiture pas chère et économique pour faire face à la forte augmentation du prix du pétrole, voici une vraie bonne idée, ou plutôt un bon plan. Orientez-vous vers une minuscule citadine avec une petite motorisation. Exemple cette semaine avec la C1 de Citroën, idéale pour les déplacements urbains avec un faible encombrement et surtout un appétit d'oiseau. Le 3 cylindres essence de 1 litre de cylindrée est exploité au mieux. Une consommation moyenne de 4,6 litres au 100 km en fait l'une des plus intéressantes de sa catégorie. Autre intérêt pour votre porte-monnaie, son prix à l'achat. Elle est disponible à partir de 8 550 €. Et pour ceux qui veulent faire plus d'économies à la pompe, la C1 existe en version diesel, 1,4 litre HDI de 55 chevaux. La consommation tombe à 4,1 litres, mais il faut prévoir une rallonge de 2 250 € par rapport à la version essence.
Un autre bon plan, mais sûrement pas au niveau de la consommation. Voici les premières images du nouveau coupé Jaguar XK. Un coupé anglais doté d'un V8 4 litres 2 de 304 chevaux. Dérivé du concept Advanced Lightweight coupé, dévoilé au dernier salon de Détroit. Voici donc la version définitive du XK dessinée par Ian Callum, le père des Aston Martin DB7 et Aston Martin Vanquish. La commercialisation du coupé XK est prévue pour le deuxième trimestre 2006, mais en attendant, il sera présenté officiellement à la presse lors du salon de Francfort. Turbo y sera pour 2 émissions spéciales à partir du 17 septembre. 2 rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. La limitation de la vitesse sur autoroute à 115 km/h, encore une mesure à ranger dans le placard des fausses bonnes idées. Devant le tollé général suscité par l'annonce du ministre des Transports Dominique Perben de réduire la vitesse de 10% pour réaliser des économies d'énergie, le gouvernement fait marche arrière. C'est le Premier ministre Dominique de Villepin lui-même qui enterre ce projet coercitif et pour le moins impopulaire. Les pompiers de New York ont payé eux aussi un très lourd tribut dans les attentats du World Trade Center. Et en fait, aujourd'hui encore, aucun New-Yorkais n'a oublié le courage de ces héros. Après la pub dans Turbo, nous nous rendrons en Caroline du Sud, suivre la fabrication de leur camion d'intervention. Nous suivrons, c'était la semaine dernière, la 11e manche du championnat du monde de rallye en Allemagne. Et tout juste une semaine avant le lancement officiel de la 3e génération de Clio, nous reviendrons sur l'histoire de cette voiture à succès de Renault. La pub donc tout de suite, et puis après, nous nous retrouvons ici dans les rues de New York au volant de la nouvelle Mercedes Classe R. Autre lieu fétiche des New-Yorkais, notamment le 31 décembre, ici, Times Square. Alors qui n'a jamais rêvé dans son enfance d'être pompier? Eh bien justement, nous restons sur le territoire américain, puisqu'avec Cyril Drevet, maintenant nous partons plus au sud, en Caroline, voir la fabrication des camions de pompiers américains. Et soyons-en très fiers, ils portent le nom d'American, la France. Explication. Qui ne s'est jamais extasié dans les films ou séries TV américaines en découvrant les camions de pompiers US? Toujours rutilants, bardés de chrome, ils se différencient également des camions français par leur dimension hors norme. Plus étonnant encore, l'un des constructeurs les plus connus s'appelle American La France. Il n'en fallait pas plus pour nous donner envie de découvrir ces drôles d'engins et même d'en prendre le volant. C'est à Charleston, une jolie petite ville de Caroline du Sud, qu'est installée American La France. La société a été fondée en 1873 par un Français, spécialiste des machines à vapeur qui était venu tenter sa chance aux États-Unis. Dans les années 90, American La France passera sous le contrôle de Freightliner, le célèbre fabricant de camions, groupe qui sera racheté lui-même plus tard par Daimler Chrysler. American La France est donc aujourd'hui une filiale de Mercedes. Ce qui explique que nombre de modèles de la marque utilisent des plateformes du groupe, à l'exception de leur modèle phare, l'Eagle. C'est la Rolls des camions de pompiers et à 1,3 million de dollars l'exemplaire, ça peut. Cela s'appelle un aérial, autrement dit un camion à échelle. Et quelle échelle? Elle culmine à plus de 33 mètres de haut une fois déployée, la hauteur d'un immeuble de 8 étages. Chargé de pompes à eau et à air, l'Eagle est climatisé et propulsé par un énorme moteur diesel de 515 chevaux dans sa version la plus puissante. Et c'est ce modèle que nous avons essayé. Si tu veux démarrer le camion, tu pousses d'abord le bouton rouge. Et ensuite, tu restes appuyé sur le bouton vert jusqu'à ce que tu entendes le moteur. D'accord. Ok. Bon, bah maintenant, je pense que je peux mettre ma ceinture de sécurité et nous pouvons partir. Okay. J'enlève le frein de parking. Je mets sur drive. Et c'est parti.
Bon bah c'est plutôt assez simple à manœuvrer. En revanche la direction n'est pas très précise. On sent qu'il y a de la puissance quand même, hein. Ça accélère assez bien. Je vais freiner. Ah oui, ça freine. Mais là où les choses se compliquent, c'est lorsqu'il faut effectuer des manœuvres. C'est tellement long et le rayon de braquage tellement important que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois en bloquant au passage une voiture, ce qui a bien fait rire le caméraman et l'instructeur. Alors, je ne vous raconte pas pour faire un créneau. Hey, un demi-tour avec un engin pareil, c'est quelque chose, hein. J'espère que derrière la caméra, tu peux nous mettre la sirène, s'il te plaît? Conduire un tel engin est une expérience unique. Mais plus impressionnant encore, c'est de suivre une équipe de pompiers de la caserne de Charleston Nord lors de leur service et d'un entraînement, comme si j'étais l'un des leurs. Cela m'a permis de constater que l'habitacle de l'Eagle est spacieux, malgré l'espace pris par le capot du moteur qui est situé sous la cabine et qu'il permet d'emmener 6 pompiers et leur équipement à plus de 120 km/h, toutes sirènes hurlant. Et si de retour à la caserne, ils vont tous passer de nouveau des heures à le nettoyer dans les moindres recoins, c'est qu'ici, un camion de pompiers n'est pas qu'un simple outil de travail. Ce n'est pas qu'une simple machine, c'est aussi une vitrine. La plupart des modèles haut de gamme, les plus chers, ne sont souvent utilisés que pour les parades, au moins pendant la première année, avant qu'ils ne participent réellement à des opérations. Cela sert à maintenir la renommée de la caserne et donc à récolter des fonds pour l'année suivante. Et puis ça entretient la fierté des pompiers. Magnifique, aussi beau que puissant et efficace, les camions de pompiers américains n'ont pas fini de nous faire rêver et de s'afficher dans les productions hollywoodiennes. À New York, chaque année, il y a des dizaines de milliers de coureurs à pied à l'occasion du marathon et aussi de temps à autre des navigateurs, des skippers de renom qui y font escale, toujours prêts à défier l'Atlantique. Je m'en vais rejoindre notre invité surprise. Voilà, le temps de garer notre classe R. Nous avons rejoint Thomas Coville sur son trimaran, le Sodebo, amarré ici dans cette marina de New York, tout à côté d'ailleurs de celui d'Hélène MacArthur, et parce que chacun sur son bateau respectif va tenter, Thomas, bonjour. Bonjour. Un exploit, celui d'une traversée encore plus rapide que les précédentes. C'est la tentative du record de l'Atlantique Nord en solitaire, qui est détenu aujourd'hui par Francis Joyon. Avec la technologie Hybrid Synergy Drive, c'est un nouveau monde.